Alors là, je viens de voir M. Collin, M. Marc Collin. Écoutez-moi bien. Soyez concentrés, comme le piment. Parce que ce qu'il va vous dire, c'est vachement important. Il va vous parler d'une maladie des abeilles et notamment de varroa. Et ça, c'est important. Ok? Il y a eu des transhumances, il y a eu des échanges de rêves, et de Vladivostok, on dit que varroa a pris le transsibérien et est arrivé en Europe. Alors la situation en 1975, il y a eu vraiment une extension formidable du parasite. Donc ici on est Chine, Corée du Nord, Russie. Donc en 75, c'était à l'époque du communisme. En 75, il est passé dans les pays communistes d'Europe. Et puis en 75, toujours dans le cadre d'un projet, comment dirais-je, d'amélioration de l'apiculture en Tunisie, eh bien, avec les abeilles européennes, on a apporté aussi le parasite en Tunisie. Donc tout ça, c'est vraiment 1975. Et en plus, il y a eu des exportations de raies jusqu'au Paraguay, en Amérique du Sud. Donc, toujours dans le cadre de coopération. Donc le parasite, ma foi, on s'est posé la question. D'abord, je vais vous le montrer quand même. Voilà le parasite femelle, celui que, hélas, vous pourrez repérer. Et donc, il fait à peu près, dans sa grande largeur, 1,5 mm. Donc, merci. Tout à fait visible à l'œil nu. Donc, il est couvert de soie. Et ici, c'est un acarien, donc 4 paires de pattes. Et ici, vous voyez l'appareil buccal, celui qui va permettre à l'acarien de percer la cuticule de l'abeille et de se nourrir. Allez, bon. Et de se nourrir du sang de l'abeille. Que ce soit le sang d'abeille de la larve, de la nymphe d'abeille, ou encore de l'adulte, qui se nourrit toujours de son sang. Donc, voilà les protagonistes. À ma gauche, varroa destructor femelle adulte, 1,5 mm et un poids de 0,35 mg. Et à ma droite, Apis mellifera, femelle adulte, et elle pèse environ 100 mg. Finalement, on va se dire, oui, mais bon, à quoi ça sert de donner les poids? Ben, si, ça veut dire que le parasite, il va pouvoir pomper le sang d'abeille, faire beaucoup de repas, avant qu'il y ait un sérieux problème sur l'abeille parasitée. Alors, nous sommes chez les abeilles, donc il y a 2 niveaux chez les abeilles. Il y a le niveau abeille prise comme individu et la société des abeilles. Donc on va voir que l'acarien va agir comme parasite au niveau de l'individu, mais aussi au niveau de la société des abeilles. Donc parasite au niveau de l'individu. Reproduction, donc tout part de la femelle adulte, celle qui résiste dans le milieu extérieur, mais une condition quand même, c'est qu'il faut
fasse des repas de sang d'abeille toutes les 4 heures à peu près. Donc sinon, si elle n'a pas ses repas des moulins, elle se déshydrate et évidemment elle crève. Donc ça veut dire que cette femelle adulte, dans le milieu extérieur, elle est étroitement dépendante de l'abeille adulte. Alors, pour se reproduire, ce varroa, cette femelle, a besoin d'entrer dans le couvain d'abeilles. Donc il y a une phase où le varroa parasite l'abeille adulte et ça va permettre la dissémination quand l'abeille est saine ou quand l'abeille est transportée à des kilomètres, voire à des milliers de kilomètres. Donc elle est transportée par les abeilles adultes. Phase de reproduction, donc le parasite va entrer dans la cellule au moment de l'operculation. Donc juste avant l'operculation, le parasite se glisse dans la cellule et il se fait enfermer. Et donc là, ma foi, que se passe-t-il donc quand il y a des femelles adultes, des jeunes mâles dans un lieu bien protégé? Bon, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer. Donc la reproduction dans la cellule operculée et dans les cas favorables, l'abeille est capable d'émerger, capable de sortir. Je dis bien dans les cas favorables, parce que s'il y a trop de parasites, jamais elle ne pourra sortir, elle est trop faible. Alors voilà, vous avez ici du couvain de faux cocon, et donc vous voyez, juste avant l'operculation, là il y a déjà eu un petit début d'operculation, la femelle adulte qui se glisse dans le couvain et les abeilles peuvent réagir. Et donc elles se glissent jusqu'au fond de l'alvéole et elles se cachent dans la gelée royale. Alors voilà donc voilà un peu une photo du parasite. Donc ici vous avez l'appareil buccal, piqueur, suceur, et ici l'orifice de pont. Et puis bon là vous avez l'anus. Donc vous voyez qu'elle a des pattes extrêmement fortes et qui lui permettent de se déplacer pas très vite, mais et surtout de s'accrocher à l'abeille. Donc on part de cette femelle adulte et vous verrez un peu plus loin que cette femelle adulte est déjà fécondée. Donc voyons voir un petit peu plus précisément comment se passe, qu'est-ce qui se passe sous l'opercule. Donc au départ des varrois femelles adultes, et vous voyez ici en haut, c'est le décompte des jours, donc premier jour après l'operculation, deuxième jour, troisième jour, etc., jusqu'à l'émergence de l'abeille, 12 jours après l'entrée, 12 jours après l'operculation. Donc, si vous voulez, le challenge, comme on dit maintenant, c'est qu'il faut que la varroa, c'est une femelle, se multiplie, fasse sa reproduction avant l'émergence de l'abeille. Sinon les jeunes varrois n'arriveront pas à survivre dans le milieu extérieur. Donc on dit que le
œuf pondu est un œuf de mâle, et donc il est pondu d'abord, et à peu près 24 heures après, un autre œuf est pondu, et c'est un œuf de sexe femelle. Et puis encore 24 heures après, c'est le troisième œuf, donc le deuxième œuf femelle est pondu, etc. Et donc la durée de développement de ces œufs, elle est plus longue chez le mâle, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours et un peu plus. Et chez la femelle, de l'œuf à l'adulte femelle, 1 jour, 2 jours. Donc, la durée de développement aussi de la carrière femelle est plus rapide que celui du mâle. Ce qui permet donc, à peu près au 10e jour, de trouver un jeune mâle et une jeune femelle. Et donc il y a évidemment un peu de fécondation, et la femelle, comme chez la reine, la femelle varroa a une spermatèque, c'est-à-dire un sac qui permet d'accumuler les spermatozoïdes. Et donc, une fois qu'elle est fécondée, c'est comme la reine, c'est pour toute la vie. Et donc, une fois que la femelle est fécondée, le jour suivant, il va naître une autre femelle, une autre femelle va être adulte, et donc le mâle va se précipiter pour s'accoupler à la deuxième jeune femelle. Et puis, ça pourrait continuer comme ça pendant longtemps, mais il ne faut pas oublier qu'il va y avoir émergence de l'abeille. Donc, ça va arrêter la reproduction du varroa. Alors ça, c'est pour le couvain d'ouvrière, 12 jours d'operculation. Ça, c'est le chiffre clé qui est à retenir. Et chez le faux-bourdon, eh bien, la durée d'operculation, elle est généralement de 15 jours. Donc, ce qui veut dire, si on se place du côté du varroa, ça veut dire qu'il y a 3 jours de plus, et donc 3 œufs pondus de plus. Et donc, théoriquement, 15 jours d'operculation pour le faux-bourdon. D'une façon théorique, vous avez 3 jeunes femelles de plus par rapport au couvain d'ouvrières. Donc, c'est de la biologie, mais c'est de la biologie importante, c'est pas du tout théorique. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que le couvain d'ouvrières sert à maintenir la population des varrois à un certain niveau, et l'accroissement de la population de varrois qui se fait par les faux-bourdons. Donc voilà, c'est théorique ce que j'ai dit. On est dans la théorie, mais dans la biologie, ça ne se passe pas toujours comme ça. C'est pas toujours idéal. C'est pas toujours idéal pour le parasite. Je vais vous montrer quelques photos quand même à l'appui de ce que j'ai dit. Donc, vous voyez une femelle au repos, c'est-à-dire comme celle qu'on peut trouver chez l'abeille adulte, et une femelle qui est entrée dans le couvain et qui est en train de fabriquer son œuf. Bon, pour ceux qui ont une bonne vue, vous voyez qu'ici, la partie ventrale du varroa est dilatée, c'est l'œuf qui est en train de se former. Donc ici, en haut, on est chez... On est, je dis, toujours dans le couvain. Et puis, pour ceux qui aiment la biologie, en fait, ce qui est pondu par la femelle, après fécondation, c'est pas vraiment un œuf, c'est déjà un œuf qui est développé
qui est presque une nymphe. Alors cette nymphe va se développer donc en nymphe, et ici vous voyez l'aspect d'une nymphe femelle, parce qu'elle ressemble bien à la femelle, et vous voyez que la carapace, la cuticule de cette femelle n'est pas complète, est encore transparente. Donc qui dit transparente dit incomplète, dit sensibilité à la déshydratation. Quand même, il faut parler de Monsieur Varrois. Le voilà. Il est plus petit que la femelle. Il a un aspect plutôt de boule. Et comme vous voyez, il est blanc. C'est-à-dire que la cuticule n'est pas complètement formée. Donc, comme la nymphe qu'on a vu précédemment, il est extrêmement sensible à la déshydratation. Alors là, on est à un jour de l'émergence, donc on trouve tous les stades de la reproduction de Varrois, plus ces taches blanches que vous voyez, donc qui ressemblent un peu à du yaourt. Ce sont les excréments de Varrois. Parce qu'il ne faut pas oublier que pour fabriquer des œufs et tout ça, il faut des protéines, il faut etc. Donc le Varrois aussi fait des excréments. Alors vous voyez ici probablement une femelle fondatrice, celle qui est entrée dans la cellule, et puis ici une jeune femelle, celle qui est née à l'intérieur de la cellule. Vous voyez, vous en voyez ici, donc et ici. Donc vous voyez que la reproduction, dans ce cas-là, c'est bien effectué en faveur du parasite. Alors, je vais vous donner quand même quelques chiffres, parce que c'est important à comprendre. Bon, on va faire des pourcentages, hein, si vous voulez. Pour 100 femelles fondatrices, la femelle fondatrice qui entre dans le mouvement à grande operculation, en moyenne, en écart, elle fait pour 100 femelles fondatrices, 83 à 150 filles. Donc ça veut dire que la population, si on est à 83, ça veut dire que la population va diminuer. Si on est à 150 filles, elle va augmenter. Donc ça rejoint ce que je disais. Le couvain d'ouvrières, il maintient la population du paradis, mais il ne l'augmente pas. Par contre, dans le couvain de Faubourdon, pour 100 fondatrices, vous avez 200 à 270 filles femelles capables de se reproduire. Donc évidemment, le couvain de Faubourdon est favorable à la reproduction. Alors, c'est pourquoi, en fait, on pourrait se dire pourquoi, puisque vous m'avez montré que, par exemple, dans le couvain de Faubourdon, il y a 6 œufs femelles qui peuvent être pondus. Or, en fait, faites de la biologie. Tout ne se passe pas comme un modèle mathématique ou comme sur l'ordinateur. En fait, il peut se passer qu'il y ait des femelles mâles fécondées, donc le spermatèque non rempli, elle va pondre quelques œufs, mais finalement, ces œufs ne seront pas fécondés, peu seront fécondés. Et puis, toujours dans la biologie, tout ne se passe pas comme idéalement. Donc il peut y avoir des mortalités de nymphes de Varrois, et donc
succès de la reproduction, il va baisser. Alors là, on a vu le côté varrois, donc comment ça se passe pour le varrois. Maintenant, on va voir ce qui se passe sur l'abeille qui est parasitée. Alors donc, on va parler de l'alimentation, puisque le varroa, il a besoin de protéines, il a besoin de glucides et tout pour fabriquer ses œufs. Donc, alimentation, seules les femelles de varroa se nourrissent du sang de l'abeille ou de son émoulin, si vous préférez. Donc, les femelles, qu'elles soient à l'état adulte, ou à l'état de larve, ou à l'état de nymphe. Donc, toutes les femelles sont parasites. Donc voilà, vous avez vu tout à l'heure l'orifice de ronde des œufs, et maintenant on va s'attacher à regarder cette partie, puisque je vous ai dit que les femelles adultes sont des acariens piqueurs suceurs. Donc on va voir quelques détails d'anatomie, on va voir comment ça se passe. Donc ici vous avez la fente buccale, la bouche, préféré le varroa. Et ici, vous avez, bon, je passe sur le terme, deux pédipales, et surtout ce qui est remarquable, vous voyez ces lames de sabre qui permettent au varroa de se fixer au moment de la piqûre. Bon, je passe sur d'autres détails. Donc si on regarde encore un peu plus près, vous voyez la fente buccale ici, et vous voyez deux lames de sabre. Eh bien c'est ce qui permet au varroa de percer la cuticule de l'abeille. Donc ça fonctionne comme un ouvre-boîte, et donc ça lui permet de faire un trou par lequel il va sucer les moulins de l'abeille. Elle va sucer. Donc voilà, vous voyez ici la femelle varroa en position de pompage des moulins, de prédation des moulins. Vous voyez les deux pédipales avec les crochets et l'ouvre-boîte, on ne le voit pas, enfin on le devine. Alors pour être encore un peu plus concret, le trou que fait la femelle varroa. Donc pour ceux qui aiment les chiffres, 50 microns sur 75 microns. Donc par rapport à l'abeille, c'est énorme. Donc on a vu comment le parasite allait absorber, pomper le sang de l'abeille. Alors après, maintenant, qu'est-ce que ça va faire au niveau des dégâts observés? Donc, vous allez avoir une larve de faux-grenons ou d'ouvrières parasitées, et tout le problème pour la colonie, c'est naître ou ne pas naître. Donc dans des cas favorables, l'abeille émerge et elle est encore vivante, et dans d'autres cas, elle n'émerge pas du tout, elle est morte dans l'alvéole. Pour vous donner une idée, pour être un peu plus précis, donc si on compare à l'émergence une abeille ouvrière adulte et parasitée, et une abeille ouvrière adulte non parasitée, la différence de poids entre les deux peut atteindre 30%, qui est c'est énorme. Alors l'espérance de vie, c'est pareil, parasité, ça veut dire 50% d'espérance de vie en moins.
Et puis, encore en plus, varrois, les femelles varrois sont capables de léser les organes et de faire des mutilations. Ça, on en a parlé, donc varrois, il ne faut surtout pas qu'ils se délivrent. Voilà ce que c'est qu'une abeille mutilée qui sort encore vivante, et vous avez tous compris qu'elle va servir à rien, c'est pas elle qui va partir mutilée. En plus, cette abeille est devenue, on pourrait dire, si on fait une comparaison avec l'homme ou les animaux, elle est devenue rachitique. Pourquoi? Tout simplement parce que pour sa reproduction, le parasite a besoin de protéines, et ces protéines, le parasite va le trouver chez l'abeille, dans le sang de l'abeille. Et en plus, le parasite, on pourrait dire, choisit ses protéines, pas n'importe lesquelles. Donc il choisit les protéines qui devraient servir à l'abeille pour faire sa carapace, faire sa cuticule. Donc de préférence, il choisit ses protéines. Il choisit des petites protéines qui ont un rôle antibactérien. Bon, on pourrait dire, c'est pas juste scientifiquement, mais on pourrait dire des petites protéines antibiotiques. Et puis, d'autres protéines qui sont nécessaires à la construction des organes. On a vu la photo d'abeilles avec des ailes mutilées, et puis, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on voit à l'extérieur. À l'intérieur, il y a aussi des malformations et des mutilations d'organes internes, et il y en a un donc, qui va tout de suite vous parler. Ce sont les glandes hypopharyngiennes, les glandes productrices de gelée royale. Donc, oui, ça veut dire que si l'abeille naît, elle est fortement handicapée, même si elle est capable de voler, si ces glandes productrices de gelée royale sont atrophiées, elle ne pourra pas nourrir ses larves. Alors, un petit peu plus scientifique, la piqûre de varroa agit comme ferait une seringue. Donc, si votre seringue est souillée, elle va transmettre les microbes directement dans les moulins. Donc, vous voyez ici des virus qui ont été injectés par varroa dans les moulins de l'abeille. Si vous voulez, je peux vous dire les noms, mais enfin... Voilà, donc le parasite va aussi servir à la dissémination des virus. Mais attention, on n'est pas chez les mammifères ou chez l'homme. Les virus chez l'abeille sont une monnaie courante. Ça ne veut pas dire pour ça qu'ils vont faire une maladie. Bon, si vous prenez les deux derniers, ce sont des virus présents chez l'abeille, mais qui ne provoqueront jamais de maladie. Donc, si vous voulez, c'est une traçabilité du passage du varroa. Alors, est-ce que varroa est-il capable de transmettre d'autres agents de maladie de l'abeille? Les loques américaines ou européennes, la réponse est claire, c'est non. Pour ascosphéros, donc c'est le nom des mycoses du couvain d'abeilles. Donc dans ce cas-là, la réponse est non. Noséma, c'est un parasite microscopique du couvain, de l'intestin des abeilles adultes. Et donc, dans ce cas, la réponse
réponse est non. Du point de vue virus, ben, ça peut se discuter, mais enfin, ça se discute. Donc finalement, si on fait le bilan de tout ce qu'on a dit, on peut dire que toute larve qui a été parasitée va donner naissance à un individu non viable pour la colonie, que ce soit par des mutilations internes ou externes. Donc c'est un poids mort pour la colonie. Ce genre d'abeille va rester vivant pendant un certain temps, mais à charge pour la colonie de la nourrir et d'essayer de la faire survivre. Alors on a vu le niveau individuel, donc on peut dire, si on veut parler par comparaison, donc le parasite suce, pompe le sang de l'abeille, et en gros, on pourrait dire qu'il provoque une anémie qui est extrêmement forte. Et puis, bien, au niveau de la société d'abeilles, maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la ruche? Donc, en fait, dans une colonie parasitée, vous avez deux catégories d'abeilles, celles qui ont subi le parasite, et puis toutes les abeilles à côté qui n'ont pas vu le parasite. Donc il y a deux sous-populations, une sous-population anémiée et une sous-population normale. Donc quand on parle d'affaiblissement de la ruche par rarement, c'est simplement les abeilles parasitées qui sont affaiblies. Donc c'est pas pour rien que je dis ça, je mets l'accent là-dessus. Alors le travail de l'abeille résistante aux parasites ou de l'apiculteur qui utilise les abeilles européennes, c'est de tenter de réduire la population d'abeilles parasitées. Donc, moins il y a d'abeilles parasitées, mieux la colonie se porte. Donc, notons bien qu'il est, même avec tous les médicaments du monde, il est impossible d'éliminer totalement le parasite d'une colonie. Le 0% est impossible. Donc comment est-ce qu'on peut réduire la sous-population d'abeilles parasitées? Donc on peut réduire par intervention avec des acaricides. Des acaricides de synthèse, il ne faut plus y croire, parce que ça fait 40 ans qu'on utilise les mêmes, et donc le varroa, il n'est pas complètement idiot, il s'est adapté, il a créé des résistances. Donc vous pouvez faire une croix sur des acaricides de synthèse. Les acaricides naturels, bah oui, ils existent, et au moins pour ce que je connais, c'est-à-dire la France, ils sont de plus en plus utilisés parce que finalement ce sont les seuls acaricides qui restent efficaces sur le marché. Après, l'apiculteur, il peut intervenir et c'est vraiment très important. Eh bien, vous avez vu que le parasite qui se multiplie bien caché, bien au chaud, sous l'opercule de la cellule. Donc, si on en cache la reine et on bloque la production de couvain pendant une ou deux durées d'operculation, eh bien, on va réduire la sous-population d'abeilles parasitées. Donc c'est efficace, mais peut-être pas suffisant. Actuellement, au niveau français, quand même, on arrive à la réflexion suivante. Si vous avez un rucher où le parasite existe, vous aurez une partie des colonies qui
qui sont vraiment des colonies parasitées très affaiblies par le parasite. Vous aurez des colonies qui s'en sortiront à peu près, et vous aurez des colonies, finalement, si vous ne regardez pas dans la ruche, vous vous dites qu'elle n'est pas parasitée. Donc, on ne sait pas trop actuellement comment ça fonctionne, on a des idées, mais tout le monde n'est pas d'accord. Mais au niveau de l'apiculteur, si vous faites des essaims, si vous faites des raies, choisissez les colonies qui semblent non parasitées. Donc c'est parce que, on ne sait pas trop pourquoi, mais elles sont plus résistantes aux parasites. Et ça, je peux vous dire que c'est efficace. Alors, quand même, c'est important. Alors, j'ai regardé dans la littérature, alors les auteurs ne sont pas très d'accord. Est-ce que c'est l'abeille africaine Scutellata ou Adansonii? Il y a un petit doute à ce sujet-là. Mais ce qu'il y a de sûr, par exemple, vous savez que l'abeille africaine a été importée en Amérique du Sud, d'abord au Brésil, puis après c'est étendu. Donc il y a des hybrides, Apis mellifera, des hybrides Adansonii, et donc les hybrides sont résistants aux parasites. Il n'y a pas besoin d'intervenir. Donc moi je ne peux pas dire à votre place, ça c'est à vous de voir, qu'est-ce que vous avez avec vos abeilles locales. Moi je peux dire ce qui s'est passé, ce qui se passe au Mexique, parce que j'ai eu des coopérations. Donc on s'aperçoit que les colonies d'hybrides africaines, elles sont parasitées. Mais la population de parasites se développe jusqu'à un certain niveau. Et quand le niveau est atteint, les abeilles ont un comportement de réaction qui fait baisser la population de parasites, pas jusqu'à 0, mais jusqu'à quelques pourcents. Donc l'abeille est tout à fait capable de se défendre, au moins l'abeille africanisée. Bon, les abeilles européennes, ce sont des vaches à lait, c'est pas pareil. Quand même, moi j'ai quand même pas mal d'expérience sur varroa. Donc, chez nous, je parle chez nous en Europe, la varroise est encore varroose est encore une cause de mortalité, ça c'est sûr. Actuellement en France, quelqu'un qui ne traiterait pas sa colonie, c'est sûr qu'il va la perdre. D'accord, ça mettra peut-être 2 ans, ça mettra peut-être 3 ans, mais il va la perdre. Alors, ce qu'il y a d'important, et je le répète, c'est donc, dans un rucher, il y a des ruches affaiblies par varroa, d'autres qui apparemment n'en souffrent pas. Donc ça, c'est très important. Celles-là, les ruches qui résistent, il faut absolument les garder et les développer. Donc, autre aspect assez économique, les ruches qui sont très affaiblies par varroa, c'est pas la peine de dire je vais mettre double dose acaricide, comme ça je vais les garder. D'accord, vous allez garder des abeilles qui ne font pas la saison de récolte du miel, parce qu'elles sont trop affaiblies. Et le deuxième aspect de la chose, c'est que finalement, si on se place au niveau génétique, vous allez garder des colonies génétiquement faibles. Donc, tout ce qui est affaibli par varroa, éliminé. Alors, tout le problème est d'estimer le niveau de varroa dans les colonies. C'est important parce que ça vous permet d'adapter la conduite des colonies, de dire sur laquelle je vais faire des essaims, sur laquelle je vais faire des reines, etc. Et donc, il faut estimer le niveau d'infestation varroa avant de faire une reproduction des abeilles. Donc l'idéal, comme je l'ai dit, c'est la reproduction se fait de façon beaucoup plus intense quand il va trop bourdon. Donc si vous voulez voir le niveau d'infestation des colonies,
quand il y a du point de Faux-Bourdon, ici je ne sais pas, je ne peux pas m'avancer, mais c'est dans le point de Faux-Bourdon que vous pourrez juger du niveau d'infestation. Voilà quelques aspects biologiques du varroa, et c'est à vous de jouer maintenant et d'essayer de voir comment votre abeille locale elle résiste et jusqu'à quel niveau de résistance. Voilà pour cette partie du varroa. Donc, je pense si vous avez des questions sur ces aspects biologiques, j'ai volontairement pas parlé du traitement parce que ça rentre dans le cadre de la législation sanitaire, etc. Et moi, je ne sais pas du tout ce qui se passe au Sénégal de ce point de vue.